Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. L'autisme, on sait ce que c'est sans trop savoir, il y a 1000 formes d'autisme et finalement quel parent n'a jamais eu en tête ce sujet lorsqu'il observe son enfant dès le plus jeune âge ? Je pense qu'il y en a très peu, en tout cas moi j'en fais partie. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de partager avec vous ma conversation avec une maman dont le fils a été diagnostiqué autiste relativement tardivement vers l'adolescence. Elle s'appelle Flora Fischer, elle est médecin spécialisée en dermatologie et également auteure dans plusieurs médias. À l'occasion de la parution de son ouvrage sur son métier de dermatologue, on a échangé avec Flora et j'ai eu envie de l'inviter pour nous parler de la définition de l'autisme, du diagnostic qui reste encore aujourd'hui très délicat, des défaillances de la prise en charge de l'autisme aujourd'hui en France au sein de l'école mais également au niveau médical et psychologique, de la nécessité de changer profondément de regard sur la différence et le handicap en France, de l'inclusion forcément, du rôle fondamental des associations en soutien des parents et de la famille, et bien entendu de la maternité lorsque l'on a un enfant atteint d'autisme. Je pense que la parole de Flora Fischer doit être entendue par le plus grand nombre, donc partagez cet épisode un maximum parce qu'il faut absolument que la société s'empare de ce sujet et y apporte des solutions concrètes et rapidement. Le chemin sera long, il a été commencé, mais il faut vraiment continuer. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Flora Fischer. Flora, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci à vous. Je suis ravie de vous recevoir parce qu'en fait, vous êtes plurielle pour moi. Vous êtes une femme plurielle. On s'est contacté la première fois concernant votre livre. Vous avez écrit Les Confidences d'une dermatologue, publié aux éditions Lafon. Donc c'est notre premier point de contact, j'ai envie de dire. Et notre deuxième sujet, deux sujets en fait. Le deuxième sujet qui nous intéresse, vous certainement plus que moi, mais c'est l'autisme. Mais sans plus tarder quand même, j'ai un petit peu lancé la thématique de notre échange, mais est-ce que je peux vous demander de vous présenter autant personnellement que professionnellement? Oui, alors je suis Flora Fischer, je suis médecin, donc spécialisée en dermatologie. Je suis aussi auteure, j'écris, je contribue parfois à Causeur et au Huffington Post, et j'ai effectivement écrit Confidences d'une dermatologue chez Robert Laffont. On peut quand même rappeler de quoi il s'agit en quelques lignes, même si on va pas parler de ça pendant tout notre échange, mais voilà, juste nous raconter un peu ce que vous avez eu envie de dire dans votre ouvrage et peut-être pourquoi. Alors j'avais envie de parler de médecine, j'avais envie de parler de dermatologie, mais aussi des relations médecin-patient et de la société dont j'ai la chance d'observer un échantillon en fait tous les jours à travers les patients. En tout cas, je recommande sa lecture parce que c'est très intéressant et voilà, je pense qu'on y découvre des choses qui peuvent intéresser plus que le scope finalement dermatologique. Plus que le scope médecine, voilà. Oui. Exactement. Merci beaucoup. Flora, outre votre parcours forcément d'études médicales, vous êtes une maman. Absolument. Et quand on s'est rencontrés la première fois, j'avoue que je vous ai beaucoup parlé d'un article qui m'avait marqué personnellement et qui a donc été publié sur Huffington Post, et qui s'intitule « Mon fils est autiste et cela n'est pas une différence, c'est un handicap ». Ce sujet, pour ne rien vous cacher, jusqu'à avoir un enfant, j'y pensais pas vraiment en fait. Je crois que les gens sont peut-être pas forcément très sensibilisés à l'autisme s'ils n'y sont pas confrontés à la situation. Exactement. Bien sûr. Ou voilà, ce qui se pose. Moi, quand j'ai eu un bébé, je me suis dit tiens, il faut quand même que je regarde comment il réagit. Enfin, je crois que les mamans, bizarrement, elles y pensent à un moment ou à un autre.
Voilà. Et cet article m'a vraiment beaucoup touchée parce que vous l'écrivez avec vos tripes, avec votre point de vue de maman. Mais sans plus tarder, est-ce que je peux vous demander déjà de nous résumer un peu ce que vous avez voulu dire, notamment dans cet article, mais vous en avez écrit plusieurs sur le sujet. Oui. 3, à vrai dire, qui sont complètement faciles à trouver sur Internet. Voilà, mais qu'est-ce que vous auriez envie de... Enfin, quel message vous aviez envie de passer au moment où vous avez écrit ces articles ? Alors le message que j'avais envie de passer, c'était que on était très mal accompagnés, que c'était très difficile, et le diagnostic et la prise en charge de l'autisme, quel que soit l'autisme, parce qu'il y a vraiment différentes formes. Et en fait, il y a des formes qui sont beaucoup plus légères, entre guillemets, que d'autres. Mais même dans ces formes dites légères, c'est-à-dire quand l'autisme est un autisme verbal, et même pour des enfants qui vont à l'école, on a quand même de très grandes difficultés. Parce qu'en fait, l'autisme, c'est surtout un trouble du lien social. C'est ça. Je pense qu'on peut déjà commencer par on peut commencer par là. Et dans ce trouble, il peut y avoir des troubles importants avec la non-verbalité, c'est-à-dire des enfants qui s'exprimeront jamais, mais aussi des difficultés à être avec les autres, une sorte de repli, un isolement, etc. C'est très très variable d'une personne à l'autre. Et ça va jusqu'à Asperger, c'est-à-dire des autismes qui est considéré comme étant un autisme de bon niveau, c'est-à-dire des enfants qui ont un QI élevé, mais qui vont plus vite que les autres et qui pourtant ont toujours un problème d'adaptation. Ce trouble de l'adaptation, exactement. Alors donc vous nous avez parlé dans l'article, vous évoquez donc déjà le diagnostic et la prise en charge. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le diagnostic. Vous, en tant que maman, comment vous vous êtes rendu compte? Quel était votre instinct de départ? Est-ce qu'il y en a eu un ou pas? Quels ont été les signes, avant-coureurs ou même visibles, pour constater l'autisme de votre enfant? Alors moi, ça a commencé quand il était tout petit. Il y avait des choses que j'avais remarquées. Je trouvais qu'il y avait des moments où il riait tout seul. Il y avait des petites choses que j'ai remarquées dans la petite enfance, mais en fait, la crèche de 3 mois à 3 ans, c'est plutôt bien passé. J'ai jamais été alertée. Il a jamais été dans sa bulle. Il a jamais été isolé. Il a jamais été plus agressif que les autres. Et c'est quand il a commencé l'école maternelle, que là, par contre, la maîtresse m'a tout de suite alertée, mais pas dans le sens il y a un problème, mais dans le sens qu'est-ce qu'il a, il fait jamais comme les autres, voilà. Et quand on demande à ce que tout le monde se taise, c'est le seul qui parle, il retourne sa chaise dans l'autre sens pour pas écouter quand je raconte une histoire, il s'allonge dans la classe. Il était plutôt opposant, et c'est plutôt comme ça que ça a commencé. Donc ça a commencé comme ça. Du coup, je suppose que vous vous êtes posé des milliards de questions, déjà sur le bon diagnostic et également sur la prise en charge. C'est-à-dire que une fois qu'on a constaté ces signes-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on consulte, mais le problème, c'est qu'on consulte pas toujours les bonnes personnes et que même dans celles qui sont considérées comme étant les bonnes personnes, on n'a pas toujours des bonnes personnes. Est-ce que ça passe par un orthophoniste? Est-ce que ça passe par un pédiatre? Est-ce que ça passe par un pédopsychiatre? Voilà, quelle est la première porte qu'on pousse? Ça passe plutôt par un pédopsychiatre. Au départ, il a vu une psychologue qui pensait qu'il avait une certaine... qu'il était plutôt très avancé pour son âge. Après, il a vu un psychiatre qui a pensé autre chose. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on dise non, vraiment, il est autiste et il n'y a pas d'autres diagnostics. Il est passé par la case Necker où on l'a considéré comme étant dysharmonique, ce qui n'est pas du tout un diagnostic, qui a été pourtant le diagnostic retenu pendant des années. Alors justement, parce que vous m'avez appris ce terme, moi je le connaissais pas. C'est quoi la dysharmonie? J'en sais rien, mais c'est pas du tout un terme approprié. Ça veut juste dire qu'il y a
qu'il y ait des choses qui vont dans le bon sens et des choses qui vont pas dans le bon sens, et qu'après ça se réharmonise. Mais c'est pas du tout le cas dans l'autisme. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on peut moins agir, et c'est pas du tout un diagnostic, la disharmonie. Vous avez eu le sentiment depuis que vous avez constaté ça, que vous avez pu agir sur quelque chose, justement ? On a pu agir sur des choses, même au départ en n'ayant pas le bon diagnostic, puisqu'il a fait quand même une psychothérapie qui l'a aidé notamment sur la confiance en soi, etc. Mais tant qu'on n'a pas le bon diagnostic, on n'a forcément pas les bonnes choses, pas les bonnes attitudes, on travaille pas sur les habiletés sociales, qui est pour moi le champ le plus important à travailler. Sur les habiletés sociales, oui. C'est travailler sur la relation avec les autres, travailler sur il m'a dit ça, ça veut dire ça, donc je dois répondre ça. Et cette altérité, on l'a pas du tout dans l'autisme. Ça se travaille. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout quelle réaction avoir vis-à-vis de ce que les gens nous racontent et ce qu'on doit raconter en retour. Est-ce qu'on explique aujourd'hui les causes de l'autisme ? Alors, on pense que c'est plutôt quelque chose de génétique. Longtemps, on a travaillé la psychanalyse, qui est pas du tout une bonne approche de l'autisme. Maintenant, on pense que c'est plutôt des causes génétiques. Et effectivement, dans les familles, on retrouve un certain nombre d'éléments quand on y réfléchit. Parce que l'autisme a vraiment plusieurs formes. Donc parfois dans les familles, on retrouve le grand-père qui était plutôt isolé, qui avait pas tellement de copains, l'oncle qui était comme ça, et on retrouve des petites choses, mais pas toujours. C'est ça, donc c'est pas 100% des cas qui sont génétiques. Non. On peut pas trop l'expliquer encore aujourd'hui. Non, on peut pas trop l'expliquer, et puis il y a tellement de différents types de formes que... Alors justement... ce que je trouve assez troublant, c'est voilà, tout ce temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez constaté des choses. Oui, il avait 3-4 ans. 3-4 ans. Et le moment où vous vous êtes dit, OK, il est autiste, qui a été presque 10 ans plus tard. Oui, quasiment, oui. Ouais. C'est en faisant le bilan neuropsy fin 2019 qu'on a dit, il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Et le corps médical dans ces cas-là, c'est-à-dire que quand on est... je suis toujours curieuse de savoir... Finalement, quand on est suivi, entre guillemets, ou quand son enfant est suivi par un médecin ou un chirurgien, enfin bref, qu'est-ce qui fait qu'on ne remet pas en question cette parole ? C'est-à-dire, j'essaie de savoir quels sont les mécanismes à adopter face à une parole médicale qui, généralement, si vous voulez, est considérée comme sacro-sainte. Oui, enfin d'une certaine manière, parce qu'en Bien plus sûr. on est dans une situation tellement faillible, enfin on se sent tellement faillible, tellement fragilisé, tellement triste, que on arrive chez un ponte, forcément il a la vérité au bout des lèvres. Donc, alors en ce qui me concerne, moi je pense que j'ai toujours su qu'il était autiste, mais que j'étais heureuse de penser que c'était que de la disharmonie, c'est-à-dire que et que c'était des troubles qui pourraient s'arranger complètement et qui pourraient finalement être un jour entre guillemets guéris. Alors qu'il n'y a pas de guérison dans l'autisme, ça n'est pas vrai. Il ne faut pas l'espérer et il ne faut pas non plus se dire il y a rien à faire. C'est-à-dire il faut trouver un juste milieu entre l'attente de la guérison et le désespoir. Il y a quand même des évolutions, parce que Bien même sûr. s'il n'y a pas de guérison, c'est-à-dire qu'on peut quand même améliorer certains... Oui, mais alors, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, finalement. Parce que s'il y a des marges d'évolution, comment on s'y prend ? Si en plus on est mal entouré médicalement, enfin si on n'a pas forcément l'écoute, ou si on s'écoute pas suffisamment... quels sont le travail... Oui, parce qu'il faut avoir il faut avoir aussi un aspect critique vis-à-vis des médecins. Mais ça, même en tant que médecin, je le dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration de sa santé, il n'y a pas de guérison possible, quel que soit le sujet. Là, on ne parle pas que de l'autisme. Si on n'a pas un esprit critique et si on ne prend pas part à la prise en charge thérapeutique. Ça n'est pas le médecin qui vous dit de faire telle et telle chose et vous arrivez sans rien faire. Il faut absolument que ce soit quelque chose à travailler
Et ça, c'est applicable un peu partout, finalement. Absolument, dans tous les cas de figure. Tout à fait. Dès que ça touche à la santé, finalement, ça peut s'appliquer. Absolument. Et donc, on est mal accompagné médicalement, on est mal accompagné scolairement aussi, parce qu'il y a aussi ce sujet, c'est que la maîtresse qui m'en a parlé au départ, m'en a parlé parce qu'il dérangeait la classe, et à la limite, heureusement, c'est mieux qu'un autiste isolé, puisque celui-là, il dérange pas personne. Et que c'est pour ça qu'on m'en a parlé. Mais après, j'ai été sur le plan scolaire. C'est plutôt moi qui suis allée vers l'école pour essayer de mettre en place des choses que le contraire. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, on a mis en place un accompagnement avec au départ ce qui s'appelait une auxiliaire de vie scolaire ou un auxiliaire de vie scolaire. Le problème, c'est que les auxiliaires de vie scolaire sont de très bonne volonté, mais ne sont pas spécialisés dans telle ou telle pathologie ou tel problème. Et ça, c'est pas facile. Et grâce à cette personne, vous avez senti une marge d'évolution ? Alors, grâce à ces personnes, parce qu'il y en a eu plusieurs quand il était à l'école, et grâce à ça, il a pu être scolarisé avec les autres. Et avoir des bons résultats, Alors, des résultats, non, mais avoir... les objectifs n'étaient pas les mêmes de toute façon. D'accord. Mais être entouré d'autres enfants et même se faire des copains. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une vie quasi normale. Vous avez réussi à créer un système dans lequel il n'est pas déscolarisé, il reste à l'école. Il n'a jamais été déscolarisé. Oui. Voilà. Tout en l'accompagnant avec un écosystème, quelqu'un qui lui permet de s'adapter, mais à un système initial. Absolument. Comment lui... comment vous sentez qu'il vit les choses ? Est-ce qu'il en a conscience ? Bien sûr. Ouais. C'est difficile. D'accord. C'est très difficile. C'est très difficile pour lui. Il sait qu'il est différent. Parce que moi, je parle plutôt de différence ou d'atypie que de handicap. Parce que le handicap, le mot handicap, c'est un mot un peu fourre-tout et qui, à mon avis, est pas spécial. Et peut-être un peu péjoratif, malheureusement. J'ai pas de fétichisme verbal, mais je pense que il faut parler plutôt de différence, quel que soit d'ailleurs le. Mais c'est pas ce que vous disiez dans votre article. Et c'est pas moi qui ai choisi le titre. Ah. De l'article. Mais c'est vrai que c'est un handicap. Le fait d'être différent est handicapant. Mais je vous dis, les gens ne ressentent pas bien ce mot-là, donc c'est peut-être pas ça qu'il faut employer. Alors pour lui, c'est difficile de se sentir différent. Et en même temps, on l'a toujours gardé avec des enfants qui avaient pas forcément les mêmes différences, qui avaient parfois des difficultés aussi, mais pas forcément les mêmes différences. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut mieux faire. Je ne sais pas s'il faut se retrouver quand on est autiste avec d'autres autistes, si c'est mieux, ou il faut évoluer justement dans un milieu plus typique. Je ne sais pas quelle est la bonne solution parce qu'il n'y en a pas de bonne. Mais en tout cas, nous, on a choisi de le faire accompagner et de rester dans le milieu le plus ordinaire possible. Alors, encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Là, il est en 3e et il sera en seconde l'année prochaine. Donc là, il est accompagné par quelqu'un que cette fois-ci, on a choisi. C'est-à-dire qu'on a plutôt choisi la solution de l'auxiliaire de vie scolaire, mais privé. C'est-à-dire que c'est nous qui le rémunérons via l'agrément d'une association, en fait. Parce que justement, l'aspect public ne marchait plus, parce que l'éducation nationale a du mal à fournir des auxiliaires de vie scolaire et que ce n'est pas toujours des auxiliaires de vie scolaire qui sont adaptés à l'autisme. En plus, je suppose, plus le temps va et plus il faut peut-être quelqu'un qui s'adapte. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas la même nécessité quand il a 4 ans. Absolument, il faut quelqu'un qui comprenne ses difficultés et comment faire l'interface avec les professeurs, qui eux non plus ne connaissent pas du tout l'autisme. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un accompagnement indépendamment de cet auxiliaire ? Est-ce que vous avez je sais pas, est-ce qu'il consulte régulièrement ? C'est obligatoire, je suppose. Ah ben il a une pédopsychiatre qui s'occupe de lui, qui le voit 1 ou 2 fois par mois. Et il a une psychothérapeute qui, elle, est spécialisée dans l'autisme, qui voit 2-3 fois par mois. Flora, j'ai une question un peu cash. Est-ce que vous pensez que une autre maman à votre place se serait dit que c'était possible de hausser les épaules et de se dire mais non,
Tout va bien. Il va bien. Ouais. Au début, oui. Après, c'est plus difficile. À partir de quel âge c'est devenu plus difficile de faire ça? À partir de l'école primaire, c'est quand même devenu plus difficile. Parce qu'au départ, comme lui, il était plutôt dans l'opposition, on avait l'impression que c'était un enfant difficile rebelle, et qu'il était rebelle, etc. Et même, il avait des aspects assez rigolos dans sa rébellion. Après, c'est plus difficile. Et après, tout le monde vous fait remarquer qu'il y a un problème en plus. Parce que vous ne pouvez pas passer à côté. Ouais, parce qu'en plus, est-ce qu'il y a des formes de violence, soit verbale, soit physique Oui, aussi. Ouais. Pas très grave, mais il y en a. Et ça, vous pouvez pas tellement Bien sûr. faire autrement. On va parler maintenant de l'inclusion, justement, parce que vous avez évoqué ça, vu que ça a été remis sur la table, enfin. Oui, c'est vrai. Par un des candidats à l'élection présidentielle d'extrême droite. Je pense que... Enfin, je ne sais même plus comment le catégoriser. Éric Zemmour, en l'occurrence. Alors lui, il a juste jeté un pavé dans la mare. Il n'a pas proposé spécialement de solution. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est intéressant à cette occasion d'en parler. Voilà, c'est un thème qui a été remis, on va dire, sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous proposeriez, en fait, justement parce que vous avez un background, vous avez quand même un historique assez conséquent sur ce sujet, que vous avez en plus un point de vue médical, puisque vous êtes médecin. Quelles sont, selon vous, est-ce qu'il y aurait des grandes solutions à apporter à l'autisme aujourd'hui ? Alors, des grandes solutions, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que... En tout cas, comment l'État peut s'emparer de cette question en apportant des solutions concrètes et adaptées surtout ? Alors, l'État commence quand même à s'emparer de cette situation, heureusement, et depuis 2005, donc c'est la loi de l'égalité des chances, et ça c'est vrai que c'est une très bonne initiative, remettre le handicapé au sein de la société, au sein de comme étant un citoyen à part entière. Ça c'est une bonne chose, mais encore faut-il gérer tout le reste, c'est-à-dire qu'il suffit pas de le dire pour que ça fonctionne. Malheureusement, il faut former tout le monde. À l'école, au collège, au lycée. Il faut former aussi les esprits des gens. C'est-à-dire que le problème aussi, c'est que même si les professeurs ou les directeurs d'école ne sont pas hostiles à les accueillir, il y a parfois aussi des parents d'élèves qui sont hostiles. Moi, je pense à une copine, ça concerne pas mon fils, qui me racontait que un jour, elle est allée comme ça à une réunion parents-prof à l'école, et que la maîtresse a dit cette année, nous accueillons le petit Hugo, qui est un jeune autiste dans la classe, etc. Voilà. Et là, il y a un parent qui s'est levé en disant « Ah, mais oui, mais vous êtes sûr que c'est bien, il va pas ralentir la classe ?» Donc, c'est pour vous dire que il faut absolument tout changer. Il faut changer le regard vers la différence. Mais ce qui est fou, parce qu'en plus, de mémoire, j'ai un ami qui m'a dit que sa fille, qui était en petite section, il y avait parfois des mix de classes, c'est-à-dire que on peut mélanger deux niveaux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc on peut voir son enfant en CM2 être avec un enfant de CM1, à titre d'exemple. Donc finalement, pourquoi l'empêcher aux autistes ? Ouais, parce que c'est pas pareil, parce qu'il est différent et parce que on a du mal avec la différence. Longtemps, les handicapés sortaient pas du tout. C'est-à-dire, on voyait pas de trisomiques dans la rue, on les voyait pas aller travailler, on les voyait pas en classe, alors que chacun a le droit à une vie normale. J'ai oublié de vous poser une question. Ça n'a rien à voir. Je remonte un peu en avant. Excusez-moi, mais j'avais oublié de vous poser cette question. C'est est-ce que ça se diagnostique dans une échographie, par exemple, quand vous êtes enceinte? Pas du tout, c'est pas possible. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on peut rien analyser dans le cerveau, on peut rien voir. Ah non, pas du tout, parce que c'est un trouble vraiment du neurodéveloppement. C'est ça. Ouais. Ça ne vient qu'à la naissance, après la naissance. Ok, excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Je reviens sur les solutions, mais indépendamment du fait de former les gens, du fait d'aller dans le sens de l'inclusion, il y a le monde de l'entreprise aussi, parce que ces enfants, une fois qu'ils sont grands, comment ils évoluent ? Est-ce qu'ils peuvent trouver un travail ? Est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent ? Est-ce qu'ils peuvent... Il y a tous ces sujets aussi qui n'impliquent pas forcément le ministère de l'Éducation. Oui, ça dépend. Non, c'est pour ça qu'il faut former. C'est pour ça que c'est un problème de plusieurs ministères et de Ils rentrent après l'enseignement supérieur aussi, bien sûr. Dans la catégorie des quotas, je suppose.
Est-ce qu'un autiste rentre dans la catégorie des quotas pour une entreprise ? Il peut être travailleur handicapé, oui, absolument. Il peut être travailleur handicapé. Et là aussi, alors dans le monde de l'entreprise, peut-être que selon le degré de l'autisme, ça se passe moins mal qu'à l'école. Peut-être que dans le monde adulte, les gens ont quand même un regard moins difficile. Et les enfants sont un peu durs entre eux aussi. Voilà, aussi. Parce que... non, ce que je voulais vous dire, oui, voilà, c'est techniquement parlant, on m'a toujours dit qu'un autiste avait quand même une forme de, j'arrive pas à retrouver le terme, mais c'est de la surdouance, enfin le fait d'être surdoué. Est-ce que vous ressentez ça chez votre enfant au sens où vous vous dites, bah tiens, dans telle chose, il performe plus que les autres? Alors, dans certaines choses, certainement, mais en fait, le problème justement des autistes, c'est qu'on les voit, on les voit très souvent comme ça, on les voit comme ayant des espèces de performances ou des dons incroyables, alors que la plupart des autistes n'ont pas un QI élevé et n'ont pas des énormes performances, en fait. Donc c'est une croyance un peu pour fausse. Certains sont comme ça, hein. Certains autistes de très bon niveau sont comme ça, mais pas tous. La plupart n'ont pas un QI très élevé. Autre solution éventuellement, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ce sujet où vous vous êtes dit, mais mon Dieu, là je suis face à un mur, je me doute que votre parcours a dû être très dur pour vous, comme votre famille, comme votre enfant. Mais quelles ont été les vraies épreuves, si vous voulez, même s'il y en a tous les jours, hein, attention, je minimise pas du tout les choses, mais voilà, on a parlé du diagnostic, on a parlé du... Quels sont les grands... les grandes épreuves que peut traverser une maman d'un enfant autiste, en fait? Alors, moi, mes plus grosses épreuves, ça a quand même été les réunions à l'école, et en particulier les réunions quand il a fait sa première 6e au collège de quartier, parce que c'est là qu'il voulait être. Et il a été malheureusement très mal accompagné par une auxiliaire de vie scolaire qui était pas très gentille, qui comprenait pas du tout l'autisme, et par tout un groupe pédagogique, en fait, l'enseignante générale, la prof principale, la principale du collège. Là, ça a été carrément, on ne sait pas ce qu'il fait ici. Il a rien à faire ici. Et c'est ça qu'on ne peut plus entendre maintenant. Ça n'est plus possible d'entendre ça. Il faut d'autres personnes qui rentrent à l'école, pas juste un seul prof qui fait la classe devant 35 élèves et qui... voilà, il y a d'autres choses à faire. C'est-à-dire ? Je pense qu'il ne faut pas que le prof soit seul, parce qu'il y a toujours des élèves qui sont en grande difficulté, quelles que soient les difficultés. Il faut qu'il y ait de plus en plus de demi-groupes, de petites structures, et il faut qu'il y ait des personnes, des éducateurs, même dans des zones où on n'est pas forcément en très grande difficulté avec des enfants qui n'ont pas de troubles du comportement. Il faut qu'il y ait éventuellement des éducateurs dans les établissements. Il y a plein de choses à faire encore. Mais ça demande beaucoup de temps, de réflexion, ça demande beaucoup de moyens financiers, ça je le sais. Flora, avant qu'on finisse notre échange, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur ce sujet ? On en a pas mal parlé, mais j'ai toujours l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures. Je sais pas, éventuellement, oui, des recours que vous avez trouvé utiles, indépendamment des auxiliaires scolaires. Est-ce que vous avez été dans une association qui vous a aidé ? Est-ce que vous avez eu quand même le sentiment d'avoir été accompagné ? Alors, par des institutions ou autres ? Alors moi, je trouve que c'est vrai qu'il faut absolument se rapprocher des associations dès qu'on a le diagnostic. Pour être entouré au moins. Absolument, il faut voir des associations, il faut voir des gens qui ont vécu la même chose, et il faut voir ce que les associations proposent, parce qu'elles sont d'utilité publique, en fait. Ouais. Elles pallient... les manques de l'État, les groupes d'habileté sociale, il
il y a des structures pour faire du sport, du théâtre, plein d'activités avec d'autres enfants, d'autres jeunes, d'autres adultes autistes. Et ça, c'est très intéressant. Et ça n'existe pas autrement. Vous avez un nom d'association en tête? Alors moi, je connais bien Asperger Amitié maintenant. Et sinon, l'association qui m'a donné l'agrément pour engager mon auxiliaire de vie scolaire, c'est Cap Handicap. D'accord. Il y a aussi les bancs de l'école. Il y a plusieurs associations. Et c'est vrai que c'est intéressant de les côtoyer. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter? Éventuellement, une question que je vous ai pas posée, un message que vous voulez faire passer, éventuellement, voilà, une remarque. Moi, la remarque que je ferais sur l'inclusion, toujours, c'est qu'en fait, je pense que les parents d'enfants handicapés ou d'ados handicapés n'ont pas envie de dire la différence est une chance, c'est une chance pour vous de voir des gens différents, etc. C'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut juste dire, c'est que la loi de 2005 de l'égalité des chances, elle s'applique à tout le monde et il faut l'appliquer, il faut se donner les moyens de l'appliquer. Et plus on l'appliquera, plus on verra ces enfants, ces adolescents comme étant des enfants avec une caractéristique particulière, mais on n'aura pas de regard ni trop compatissant bête, ni trop excluant méchant, et que c'est comme ça qu'on va avancer. Est-ce que vous avez un coup de gueule à passer? Sur une institution pas particulière forcément. Ou sur une personne? Non, c'est qu'en fait, à la fin de chacune de mes interviews, je pose toujours les mêmes questions. C'est un coup de cœur, un coup de gueule et votre vision de la France. Vision de la France au sens pas forcément politique. À chaque fois, tout le monde pense que c'est politique, mais ça ne l'est pas forcément. Et le coup de gueule, honnêtement, c'est hors scope. Hein. Ça peut être complètement sur un autre sujet que celui évoqué ensemble. Hein. Mais je vous dis, vu que vous êtes une femme plurielle et que vous faites plein de choses différentes, peut-être que vous avez un coup de gueule à passer sur un autre sujet. Alors, déjà, pour le coup de cœur, moi, je pense que malgré tout, on peut reprocher toujours plein de choses, mais je pense quand même qu'on commence à avoir des gens de bonne volonté, même si ça prend beaucoup de temps. On a quand même des gens qui sont de bonne volonté, qui essayent de travailler le dossier du handicap. Alors, je vous dis, pour l'instant, on est très très loin de ce qu'on pourrait faire, mais je pense par exemple à Sophie Cluzel, on est encore loin bien sûr, mais qui a vécu cette situation, donc ça c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est dans le bain, et qui quand même commence à écouter les associations, les mamans, et fait des démarches, et réfléchit à plein de solutions. Donc ça c'est bien. Mais le coup de gueule, je sais pas. Non, non, mais tout le monde n'est pas obligé d'en avoir. Attention. Alors, le coup de gueule, ce serait de dire que on n'attend pas qu'un candidat jette un pavé dans la bouse qui éclabousse tout le monde pour s'emparer du sujet. Ouais, tout le monde devrait s'emparer du sujet. C'est très important. D'autant qu'en plus, je pense, moi, vous m'avez ouvert les yeux sur le moment de la détection, en fait, le moment du diagnostic, parce que finalement, ça peut concerner beaucoup de gens. Absolument. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Absolument. Et c'est un TGV qu'on prend dans la figure. Hein. Oui, puisque ça peut se le diagnostic peut être tardif. Je pense que c'est vraiment un sujet de société. Absolument. Et je m'en suis rendu compte, j'avoue, par votre biais. Parce que c'est vrai que moi, je pensais qu'on le diagnostiquait très petit et que voilà. Et qu'après, on prenait en charge et que ça s'améliorait. Voilà. Ouais. D'une certaine manière. L'amélioration, je pense pas, parce que ça peut s'améliorer au sens où il y a forcément des stades, mais voilà, je pensais vraiment que ça se diagnostiquait dès la petite enfance et que c'était comme ça. Ah non, pas du tout. Il y a des gens qui sont diagnostiqués à l'âge adulte, hein, qui ont remarqué des choses qui n'allaient pas et qui finalement, bon an, mal an, ont lu des choses, ont appris des choses et se sont dit, tiens, ça me correspond. Donc, d'autant qu'en plus, ce serait bien de le faire, de vulgariser ce sujet, enfin de faire en sorte que ce soit un sujet plus largement compris, étant donné qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un mal-être et qui ne savent pas qu'ils sont autistes. Et voilà, donc oui, c'est vrai. C'est important.
Votre vision de la France, du coup, Flora, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la France ? Ma vision de la France, moi je crois que c'est un beau pays qui doit rester un beau pays et que retourner dans les années 30 ne va pas nous amener à des bonnes choses. Donc voilà, il y a encore des choses à améliorer, mais c'est pas en repartant en arrière qu'on va les améliorer. Merci beaucoup Flora. Merci à vous. À très bientôt j'espère et vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.